Aujourd'hui, nous recevons le réalisateur du film Le Dilemme numérique et l'ancien attaché parlementaire de Michel Rivasi pour parler du prochain scandale sanitaire. C'est une véritable bombe. Cela concerne les ondes électromagnétiques et leur impact sur le vivant et sur l'environnement. Mais avant cela, je vous invite à nous soutenir si vous le pouvez. Nexus est un média sans pub et indépendant et ne vit que grâce à ses lecteurs. Vous pouvez nous retrouver en kiosque et sur nexus.fr. Merci à tous et bon visionnage. Tactiquement, dans la réalité, la première source de pollution électromagnétique de type micro-ondes, de type radiofréquence, dans les foyers, c'est les bornes, les téléphones DECT. Pourquoi ? Parce que par rapport à ce que je vais ici expliquer entre l'antenne et le terminal, le DECT, ça marche pareil. Ouais. C'est-à-dire que le socle du DECT, c'est l'équivalent d'une mini-antenne relais que vous avez à l'intérieur de chez vous, qui rayonne pour rester en communication avec le téléphone sans fil. Et donc, si le téléphone sans fil n'est pas posé sur la borne, ça rayonne. D'accord ? Et en plus, parce que le risque électromagnétique n'étant pas pris en compte ou étant minoré, étant diminué, ça veut dire que quand on les conçoit, les téléphones DECT, on ne veille pas à ce qu'ils ne rayonnent pas si le téléphone est posé dessus. Et ce qui fait que entre les années 95, 2000, 2005, jusqu'aux années 2015, voire un peu après, 90% des téléphones DECT qui sont sur le marché rayonnent, même quand le téléphone est posé sur le socle. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien exclusif autour du film Le Dilemme numérique, ce documentaire incroyable qui nous montre un peu les coulisses et les enjeux de ce scandale sanitaire avec le réalisateur de ce film, Klaus Scheidsteiger. Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Très bien. Super. Et Charles Maxence Layet, ancien attaché parlementaire de Michel Rivasi au Parlement européen. Tu as participé via Michel à ce film, qui était intervenante dans le film. Et Klaus, toi, tu as réussi à interviewer un panel d'experts, de scientifiques sur ce sujet majeur qu'on connaît tous finalement, mais dont on ne connaît pas véritablement les enjeux sanitaires autour de l'impact des ondes sur le vivant et aussi sur l'environnement. Tout à fait. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à t'intéresser à ce sujet déjà ? En fait, ça fait à peu près 20 ans que je suis tombé sur des gens électro-hypersensibles. Et je pensais que ça n'existait pas, je ne connaissais pas ce phénomène. Et je commençais quand même à faire un peu de recherche. Et j'ai trouvé des choses un peu bizarres. Il y avait un monsieur qui avait trouvé dans une étude en 1996 déjà des problèmes. Et ensuite, il a dit, il n'y a pas de problème. Il était établi à Genève, à la ONG. Et puis, depuis, ça m'intéressait beaucoup et je commençais à faire des recherches sur la science. Et voilà, je trouvais au début la chaîne France 2 et je pouvais réaliser mon premier film là-dessus qui s'appelle Portable en accusation. Ça, c'est en 2006. 2006. Ça date, hein. Voilà, déjà. 2006, c'était dans une émission qui s'appelle en France Infrarouge. C'était un 52 minutes. Et depuis, je n'ai jamais lâché le sujet. En tout cas, ce film-là, on ne le retrouvera pas à la télévision française. Ce film actuel, le Dilemme numérique, c'est-à-dire... il est en accès libre. Il est en accès libre. Là, on mettra le lien dans la description. Avec plaisir. On peut le retrouver sur YouTube. On mettra aussi le lien vers la page de ton film, Le Dilemme numérique. Pourquoi est-ce que tu as voulu le mettre en accès libre ? Parce que je pense que c'est très important et c'est devenu de plus en plus important d'un côté. Et à l'autre côté, notre média a beaucoup changé. Moi, je ne trouve plus les gens comme à l'époque, ce France 2. Maintenant, ce n'est pas la peine de même proposer un sujet comme ça parce que c'est influencé par les lobbies. Et il y a aussi des juristes, l'industrie est partout. Et donc, le thème en soi-même est mené par l'industrie. Donc, je pense que c'est quand même important, et plus que jamais important, que la science qui trouve de plus en plus des problèmes pour les consommateurs, qu'on peut le voir quelque part. Et donc, je fais
ce film de quand même 90 minutes pour donner les informations d'autres que l'industrie nous donne. Alors chapeau, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans un angle mort médiatique là-dessus. On se doute quand même que voilà, y a des effets sur la santé, mais on n'arrive pas à les quantifier. Nous, en tant que citoyens, on se pose toujours la question de quel est l'impact de ces outils-là sur notre santé. Bon, maintenant, on a compris qu'il faut plus trop le mettre à l'oreille. Donc, il y a encore ces histoires d'écouteurs à mettre. Mais en fait, on baigne tout le temps dans des ondes, partout. Bien sûr. C'est un énorme facteur de notre société, c'est clair. Et c'est de pire en pire quand on voit les enfants, par exemple. On a arrêté les études parce que les enfants, ils savaient plus d'arrêter d'utiliser le portable. Pour une étude, il fallut arrêter pendant 2 jours. C'était quasi pas possible. Pourquoi ? Parce que les jeunes, ils sont tellement addictés, on peut dire ça. Accros. Ouais. Et voilà, c'était vraiment, ils ont arrêté quelques études. Et c'est de pire en pire. Et donc, ça aussi, je rentre ça dans mon film. Et heureusement, il y a encore des collègues qui me tiennent comme vous, comme Maxence, qui a fait quand même un sacré travail au Parlement européen avec Michel Rivasi, qu'on montre aussi un peu de ça dans mon film. Et puis, je suis très, très heureux qu'il y a encore un autre mouvement contre cet énorme pouvoir de l'industrie. Et nous avons également des solutions qu'on va trouver aussi dans ce film. Et c'est mené par un Français. Mais bon, on va justement, on en parlera après. Oui, et puis on abordera aussi avec Charles Maxence tout l'envers du décor au Parlement européen, parce que c'est une mine d'informations. Il va nous éclairer aussi sur ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu découvrir. Mais c'est vrai que j'ai été assez surpris. J'ai pas vu tout le film, j'ai vu quelques extraits et on en a parlé avant de faire cet entretien de tous les spécialistes que tu as pu interviewer aux États-Unis, en Italie. Alors, Georges Carlo, qui est un lanceur d'alerte aux États-Unis, Dr Beliaev, qui est directeur de l'Institut de recherche sur le cancer, Dr Melnik, qui était au sein du National Toxicology Programme aux États-Unis. Il y en a beaucoup d'autres, je ne les connaissais pas. Et surtout, cette chercheuse, Dr Bel Poggi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce qu'elle a été à l'initiative d'une étude qui a été réalisée pour l'Union européenne ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et quels sont les éléments les plus importants que tu as pu apprendre à travers le travail de ces experts ? Parlons par exemple de l'Institut Ramazzini. La grande dame de la recherche sur le cancer, c'est la directrice Madame Fiorella Bel Poggi, qui est experte depuis 40 ans sur aussi, par exemple, les pesticides. Elle avait aussi, elle était invitée à Washington pour être témoin contre l'industrie. Elle avait trouvé des problèmes avec, par exemple, ce qu'on appelle le benzol. Et puis, finalement, elle s'est mise avec son institut sur les ondes. Et ils ont fait un énorme travail pendant quelques années avec 2886 rats et souris. Et puis, ils ont trouvé, des cancers du cœur même, etc., etc. Donc ça, c'est pas très bien vu, évidemment, par l'industrie. Et on essaie de la tuer, comme disait Madame Rivasi. Et puis, cette dame est très forte. Et elle est derrière elle une carrière de 40 ans, aussi bien dans des autres domaines de l'industrie, et c'est toujours quasiment la même histoire avec les ondes et puis le problème du cancer. Et effectivement, à cause de son expertise, elle était choisie par le Parlement européen pour faire ce qu'on appelle l'étude STOA sur les effets de la 5G sur la santé. Et elle a pris 800 études du monde entier et elle a fait une
analyses de ces 800 études qui sont là, mais qui ne sont pas publiques. Ouais. Et donc, c'était très important, mais bon, ça va être certainement Charles Maxence qui peut nous expliquer un peu plus de l'intérieur, à l'intérieur du Parlement. Ce qui se passait, c'est quand même quelque chose de très important, mais ça ne fait pas plaisir à l'industrie, c'est clair. Alors, l'étude s'appelle Effet de la 5G sur la santé, état actuel des connaissances sur les risques cancérogènes et reproductifs, développement lié à la 5G. Donc c'est sûr que ça ne va pas plaire à l'industrie. C'est quand même un sacré morceau. Il est en 2 parties. Et effectivement, donc ça date de juillet 2021. Il est en accès libre. On peut le retrouver sur Internet. Il suffit de taper Health Impact 5G. C'est ça. Enfin, ça s'appelle 5G on Health ou alors 5G on Environmental Impact. Il y a 2 études STOA, puisque c'est le nom du service ou c'est le nom du comité scientifique. C'est un peu l'équivalent de l'OPEX en France, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, qui est une espèce de commission commune entre des gens du Sénat et des gens de l'Assemblée nationale et qui traite des technologies émergentes. Et donc, au sein du Parlement européen, il y a une commission parlementaire composée de députés qui viennent de différentes commissions, commission environnement, industrie, transport, etc. Et ça s'appelle STOA, pour ce côté un peu prospectif technologique. Donc c'est à leur initiative que cette étude a été lancée. C'est sous l'égide de STOA que l'étude a été commanditée, qu'elle a été lancée, qu'elle a été confiée à Fiorella Belpoggi et qu'elle a produit ces résultats-là. C'est une chercheuse en Italie, à Bologne, dans l'Institut Ramazzini. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc nous, l'histoire, c'est que avec Michel Rivasi, quand on commence à se remettre sur la 5G en 2019, on lève un lièvre au sein à travers le Parlement européen, à travers le travail de la députée européenne Michel Rivasi, avec laquelle moi je travaillais comme assistant parlementaire spécialisé à ses côtés sur les questions santé-environnement. Puis depuis longtemps, tu étais son attaché parlementaire. Oui, depuis 2009, je travaillais avec elle sur Bruxelles, et Michel et moi on se connaissait depuis 2005, puisqu'on a créé ensemble le CRIREM avec d'autres chercheurs, Pierre Leruse, Roger Santini, Catherine Gouillet, et voilà. Et donc avec Michel Rivasi, on s'est dit tiens, et si on créait un CRIRAD des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire l'équivalent d'un centre de recherche sur la radioactivité que Michel Rivasi avait monté au lendemain de Tchernobyl, qui était un centre de recherche indépendant, citoyen, scientifique, qui continue à exister aujourd'hui, qui a une dizaine de salariés, etc., etc. Donc on se voit en mai 2005 et on se dit tiens, pourquoi on ne serait pas un CRIRAD des ondes ? Et Michel me dit qu'elle avait eu la même idée de son côté, on éclate de rire et puis on se dit faisons-le ensemble. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'aventure du CRIREM, qui traite donc de l'information et de la recherche indépendante sur les rayonnements électromagnétiques. Le CRIREM, c'est avec 2 I, bien sûr. Et le CRIREM continue à exister aujourd'hui. C'est Catherine Gouillet, qui est physicienne, qui est présidente du CRIREM. Et le CRIREM fait des mesures indépendantes, des mesures qui sont opposables, qui sont sur un statut d'expert judiciaire, qui donc sont opposables dans le cadre de procès qu'il peut y avoir entre des riverains et des opérateurs d'antennes relais ou d'autres sources de pollution électromagnétique. Ces questions-là des ondes, tu les connais bien. Michel les maîtrisait bien. Elle nous a quittés il y a quelques temps. Elle est décédée. Oui, elle est partie il y a 1 an, grosso modo. Elle nous a quittés subitement le 29 novembre 2023. Et donc là, nous sommes en train de travailler à la mise en place d'un prix Michel Rivasi qui servira avec des lauréats annuels et qui donnera des coups de projecteur aux lanceurs d'alerte. Ça, c'est quelque chose qui va être annoncé officiellement avec les membres du jury, avec tout ce côté candidature, le 29 novembre prochain, donc d'ici quelques semaines. Alors, qu'est-ce qu'elle a pu découvrir dans son travail et qu'est-ce qu'elle a pu témoigner dans ce film, donc quelques semaines avant sa disparition, donc dans ce film, Le dilemme numérique? Alors, il y a 2 choses différentes. C'est que quand on est en 2019 et qu'on commence à s'intéresser à la 5G et surtout à la façon dont comment la législation européenne accompagne le déploiement de tous azimuts et à marche forcée de la 5G à l'échelle des différents pays européens, il faut avoir conscience qu'on est vraiment sur... on peut dire qu'il y a, de la même façon que l'Europe, c'est un marché unique, il y a une vision industrielle de chercher à mettre en place un marché unique télécom. Donc un marché unique du réseau, un marché unique des données, un marché unique de la téléphonie. Ça donne comme avantage
du point de vue du consommateur, par exemple, le fait que quand tu téléphones en France en étant en Allemagne, ça ne va pas te coûter plus cher que si tu téléphonais de France à France. Il y a des choses de cet ordre-là. Et le corollaire, c'est qu'effectivement, du coup, il va y avoir toute une législation pour, entre guillemets, harmoniser les législations nationales, puisque la santé, voire éventuellement les télécoms, mais en tout cas la santé, c'est une compétence nationale. Donc ce qui fait que l'Europe ne doit pas se positionner sur la santé, hormis quand on est sur des menaces transfrontalières, ça nous rappelle le Covid, ça nous rappelle la pandémie, ça nous rappelle tout ça, mais sinon elle n'intervient pas là-dessus, c'est du registre de chaque État membre. Et donc à l'échelle de la pollution électromagnétique ou à l'échelle de l'exposition aux micro-ondes liées à la téléphonie mobile, on a une recommandation qui a été faite à l'échelle des États membres, où il y a des seuils limites d'exposition sur 3 types de valeurs. De mémoire, il y a 58, 61, enfin il y a 28, enfin il y a plusieurs comme ça à niveau de... Il y a 3 seuils différents d'exposition aux ondes électromagnétiques, enfin de type radiofréquence. J'ai plus les chiffres précis en tête, veuillez m'en excuser. Mais, et puis après, chaque État membre va transposer cette recommandation dans sa législation nationale. Et donc chaque État membre, la France l'a fait dans les derniers jours du gouvernement Jospin en 2002, etc., etc. Donc chaque pays ensuite, sur la base de cette recommandation européenne, ça n'est ni une directive ni un règlement, c'est une recommandation. Chaque État membre après le décline dans son pays. Et on a des pays européens qui ont choisi volontairement, à dessein, Belgique, Italie notamment, principalement, d'avoir des seuils limites d'exposition plus bas que ce qui avait pu être recommandé via la recommandation. Okay, ça, c'est un peu le contexte. On est libre de mieux faire. Ouais. Bien sûr, c'est le pouvoir ou le pouvoir de subsidiarité, quoi. On est vraiment sur ce truc-là. Donc, en 2019, on se penche sur la 5G. Et donc, les députés européens ont un levier d'action, un pouvoir qui est le fait de poser des questions. Ils vont poser des questions écrites, ils vont poser des questions orales. Et donc, du fait qu'ils posent des questions, il y a une obligation de réponse de la part de la Commission européenne. Donc ça peut mettre 3 semaines, ça peut mettre 1 mois et demi, mais il y a une obligation de réponse. On pourra avoir une réponse qui va être très tiède et inutilisable, mais il y a une obligation de réponse. Et donc, elle pose une question par rapport à la 5G où sont les études d'impact par rapport à la 5G ? Puisque par rapport à vu que dans le contexte européen, la 5G bénéficie d'un programme de financement, d'accompagnement. Ça, c'était décidé en 2014-2015. Et donc, quand on est en 2019-2020, on est avec un truc où il y a l'Europe met 500 millions d'euros sur la table pour accompagner, soutenir, développer la 5G. Et les industriels, c'est un partenariat public-privé qui s'appelle 5G PPP, pour partenariat public-privé. Et donc, via le 5G PPP, l'Europe met 500 millions sur la table et les industriels mettent l'équivalent de 500 millions en termes d'équipement, d'accompagnement, de matériel, de compétences, de jours hommes, etc., etc. Et donc, ça fait un programme en faveur du déploiement de la 5G, en faveur du développement de la 5G, de développement au sens développement commercial, implémentation. On n'est pas dans de la recherche et développement au début, on est dans une logique de développement, de diffusion et de déploiement à l'échelle des pays. Il y a 1 milliard d'euros sur la table. Et donc, Michel dit, écoutez, pour qu'il y ait 1 milliard d'euros, pour qu'il y ait du financement européen, les procédures, doit y avoir des études d'impact. Où sont les études d'impact ? Et on voit qu'il y a une étude d'impact technique, il y a éventuellement une étude d'impact un peu économique, elles sont un peu mélangées ensemble, mais il n'y a pas d'étude d'impact sur les vivants, alors qu'il doit y en avoir une. Étude sur l'effet environnemental et les effets biologiques. Il n'y en a pas. Et elle dit, comment ça se fait ? Mais c'est une obligation, ça, qu'il y en ait ? Oui, c'est une obligation au niveau des procédures européennes. Okay. Et donc, comment ça se fait qu'il n'y en a pas ? Et donc là, ça a fait le chat et à la souris et le jeu de ping-pong pendant toute l'année 2019 entre Michel et la Commission. On arrive en octobre 2019, puis janvier 2020, puis février 2020. Et là, janvier et février 2020, on commence à avoir d'autres chats à fouetter. Donc, la parenthèse s'arrête là-dessus. Mais en tout cas, nous, ce qui se passe à l'automne 2019, on est sur le nouveau mandat européen. Michel a été réélu en juin 2019, Michel Rivasi. Et donc là, on va taper à la porte du service STOA du Parlement européen et on leur propose, on leur dit, et si on se faisait une étude là-dessus, puisque la Commission n'a pas joué le jeu, que le Parlement européen s'en empare et que c'est le Parlement européen qui va faire sa propre étude d'impact, notamment biologique et environnementale, sur la 5G, vu que la Commission n'a pas joué le jeu.
Et donc là, on nous explique comment se déroule la procédure. Et donc, Michel Rivasi propose au comité STOA qu'il y ait une étude sur ces sujets-là. C'est l'étude sur les effets de la 5G sur la santé et une étude sur les effets de la 5G sur l'environnement. Ça veut dire autant les micro-organismes que les insectes, que les plantes. Hein, on est vraiment sur ce truc-là. Et donc, alors que sur la question biologique, on est resté, on va dire, sur le niveau animal et humain. On est vraiment resté sur ces plans-là. Et donc, les collègues de Michel Rivasi, membres de la commission STOA, tout groupe politique confondu, disent « Banco, on y va, on le fait ». Et c'est comme ça que STOA a mis en chantier la production de cette étude. Et donc là, on est dans les premiers mois de 2020. L'étude a été publiée en juin 2021. Ouais. On est avec les premiers mois de 2020. Et donc, sur toute l'année 2020, entre le Covid, les confinements, les trucs, les machins, c'est là où, notamment Fiorella Bel-Poggi, les scientifiques qui ont été l'appel d'offres que fait le Parlement européen via STOA, les scientifiques qui sont sélectionnés se mettent au travail pour faire ces études qui ont donc été publiées en juin 2021. Donc sans ce travail de ces parlementaires, il n'y aurait pas eu ces études d'impact. Exactement. C'est des études qui résultent de demandes faites par des députés européens. Alors que donc, c'est une obligation, c'est quand même incroyable. Exactement. Et donc là, les députés européens, enfin, donc il y a Michel Rivasi, mais il y avait d'autres députés, d'autres groupes politiques qui tapent du poing sur la table, qui gueulent en disant mais comment ça se fait que la Commission européenne ne joue pas le jeu? Et donc à nous, députés, de pallier aux lacunes et aux carences de la Commission qui ne joue pas le jeu des règles du jeu qu'elle a elle-même posées en termes de procédure. D'autant qu'on a vu en France, bon, petite parenthèse, pendant le confinement, le premier confinement, qu'il y a eu une déréglementation de l'installation des antennes télécom, 5G, etc., où les municipalités ne devaient plus donner leur accord dans les procédures d'installation préalables, et donc les opérateurs ont pu comme ça, à foison, voilà. Ce que pouvait relater, c'était une ordonnance. Cette ordonnance, c'était qu'ils avaient une obligation de déclaration, mais a posteriori. Exactement. Et pas avant. Mais ce qui se passe en France, nous, à l'échelle européenne et au sein du Parlement, puisqu'on avait sorti nos antennes, on était en veille sur ces sujets-là, ce qu'on a pu voir, c'est que ce mouvement d'enlever les grains de sable qui pourraient nuire à la vitesse du déploiement de la 5G, ça se passait à l'échelle de tous les pays européens. C'est-à-dire c'est à l'échelle européenne qu'a été pointé du doigt le fait que de viser ce type de dérégulation ou ce type de simplification dans le langage européen, on va parler d'harmonisation. Okay, donc on va harmoniser des réglementations dans les États membres, on harmonise les réglementations nationales en faisant l'équivalent de décrets d'application, on appelle ça des actes d'exécution, on appelle ça des actes délégués, c'est ce qu'on appelle dans le jargon européen une législation secondaire, ça correspond au décret d'application, hein, c'est-à-dire que nous en France on va faire une loi, et derrière il y a des décrets d'application. L'ordonnance, c'est des décrets d'application qui passent sans qu'il y ait de loi, sans rien, c'est lancé comme ça par le gouvernement. Donc, les législations secondaires à l'échelle européenne, ce qu'on appelle je l'ai dit tout à l'heure, mais là maintenant le nom m'échappe, les actes d'exécution et les actes délégués sont cette législation secondaire qui dérive de la législation européenne qui est adoptée par le Parlement européen avec les États membres. D'accord ? Et donc, nous, on a vu qu'il y avait la volonté de retirer du pouvoir aux collectivités locales qui risquaient de faire comme des embûches ou des freins à un déploiement tous azimuts, sans entrave au sein de l'Union européenne, enfin au sein des territoires, au sein des États membres. Et il y a notamment et donc c'est plutôt les pays fédéralistes, par exemple, même si c'est un petit pays, le Luxembourg, qui sont montés au créneau. Il y a eu aussi un peu l'Allemagne, en tout cas certains Länder, certaines régions d'Allemagne, un petit peu aussi en Italie. Donc c'est ceux qui sont vraiment avec des pouvoirs locaux qui tiennent à cette subsidiarité, qui tiennent à ce fédéralisme, non pas qui descend du haut vers le bas, mais qui va du bas vers le haut, qui sont montés au créneau pour dire « Eh oh, pas de ça, vous n'allez pas commencer à nous tirer du pouvoir ». Et donc ce qui fait que là, donc après on est dans une situation où c'est pas, on va dire, une espèce d'injonction qui arrive d'en haut, qui arrive via l'Europe, et où ça va se mettre comme ça en place dans les États membres, mais c'est plutôt une proposition qui est faite, et après, c'est les États membres qui choisissent de s'en emparer ou pas. Et en France, on a choisi de s'en emparer, puisque la France est plutôt un bon élève dans sa relation avec les lobbies télécoms. C'est vraiment digne d'un grand scandale, tout ça. Mais alors, cette étude d'impact, justement... Après, je poserai la même question sur Maxence, mais Klaus, qu'est-ce que tu as pu découvrir dans les conclusions de cette étude ? De toute façon, ça c'est très clair. Il y a deux résultats les plus importants. C'est arrêter le 5G tout de suite. Et puis le deuxième, c'est informer
les consommateurs. Et pourquoi d'une manière correcte. Parce que toi, tu ne sais pas que finalement d'où vient le problème. Parce que c'est caché, c'est toujours no problem, mais chaque quelques mois, tu vois dans les journaux qu'il n'y a pas de problème. Ce qui n'est pas juste. Et c'est ça le lobbyisme. C'est surtout aussi ce qu'elle dit, Madame Rivasi, dans le film, la science est prise par le lobby. Et ça, c'est notre situation actuelle. Et puis, c'est de pire en pire parce qu'on n'a jamais essayé d'arrêter le 5G. Malgré que, au début, déjà, en 2019, il y avait des scientifiques du monde entier, à peu près 180, qui ont dit, mais il faut d'abord faire des études. Pourquoi vous avancez? Parce que les problèmes n'ont pas commencé avec le 5G. Les problèmes sont connus depuis 1993. Là, on a trouvé le premier problème au niveau de la cancer et tout ça. Et donc, à partir de là, il se passe ce que nous avons, des spécialistes du lobbyisme appellent ça wargaming. C'est connu depuis le tabac, de vraiment comment faire, qu'est-ce qu'on fait avec les scientifiques qui ont trouvé des problèmes. Et donc ça, c'est toute une, comment on appelle ça, une stratégie du lobbyisme. Comment traiter. Bon, tout d'abord, il faut dire que c'est une seule étude, par exemple, au début, une seule étude, ça ne veut rien dire. Nous, l'industrie, on sait qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, on va faire nous-mêmes les études pour vous montrer qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'industrie qui a pris, si tu veux, l'initiative aussi sur la science. Et effectivement, en 1993, ils ont engagé un certain Dr. Carlo en États-Unis. On lui a donné 28,5 millions de dollars pour 6 ans pour faire la recherche, pour montrer qu'il n'y a pas de problème. Malheureusement, ce monsieur, il avait trouvé des problèmes. D'ailleurs, il est dans ton film. Il est aussi dans mon film et il est aussi dans les autres films qui sont déjà aussi passés à la télé. Et il est encore là pour se battre. Il y a encore des... C'est un peu comme avec le tabac. Ce phénomène de procès contre, on appelle ça brain tumor cases, donc le cas du cancer du cerveau, dure depuis 2001. Le premier qui a porté plainte en États-Unis, c'était 2001. Maintenant, ils ont regroupé plein de gens. D'affaires, de plaintes. Et ça dure encore. C'est maintenant, en États-Unis, l'industrie a engagé une quarantaine des bureaux d'avocats, des tops. Et on m'a dit que c'est à peu près, ça coûte à peu près $1 million pour les avocats par jour. Donc c'est incroyable. C'est dur de lutter contre une telle machine. Oui, pour lutter. Voilà. Alors, Maxence, par rapport à ce rapport que j'imagine tu as dû bien éplucher avec Michel à l'époque, qu'est-ce que vous avez pu découvrir de nouveau? Parce qu'on sait tous que les ondes sont potentiellement dangereuses, même avant la 5G. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce rapport? Alors, d'abord, c'est le seul rapport qu'on peut qualifier d'étude d'impact, même si ça n'est qu'une revue de la littérature scientifique existante. Il n'y a pas de recherche expérimentale menée à l'intérieur, mais ça rassemble les résultats de recherches expérimentales qui ont été menées. C'est ce qu'on appelle une revue d'études, une review en anglais. Donc, ce rapport, c'est... un des seuls rapports qui existent, enfin en l'occurrence à l'époque c'était le premier et le seul, depuis il y en a peut-être eu d'autres mais pas tant que ça quand même, sur la 5G, au sein des institutions européennes. C'est la seule étude d'impact sur le vivant qui existe. Et le choix méthodologique de Madame Belpoggi, c'est de faire une revue de la littérature scientifique sur le sujet. Elle ne s'est pas engagée dans le fait de faire des expérimentations, elle ne s'est pas engagée dans le fait de ne parler que de ses travaux à elle, ou de ses travaux de recherche, elle rassemble ce qui existe. Et elle applique la méthode de l'OMS dans la façon d'estimer si un cancérigène, un agent polluant, peut être possiblement, probablement,
de façon certaine cancérigènes. Elle applique cette façon-là, elle applique cette méthodologie-là, qui est une méthodologie qui a 30 ans, 40 ans au sein de l'OMS, via un institut spécifique de l'OMS qu'on appelle le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer. Et donc, depuis 1970, le CIRC produit des monographies. Ces monographies sont une estimation du risque cancérigène substance par substance. Ils ont fait l'agent orange, ils ont fait le benzène, ils ont fait le plomb, ils ont fait différents trucs. En 2001, ils ont fait le 50 Hz, c'est-à-dire les ondes basse fréquence, les rayonnements basse fréquence, ceux du circuit électrique, ceux des lignes à haute tension, ceux du Linky, en termes d'ondes porteuses du moins. Et puis, en 2011, ils ont sorti une monographie au niveau de l'OMS, au niveau du CIRC. Ils ont fait une monographie, ils ont estimé le risque cancérigène des radiofréquences, c'est-à-dire des micro-ondes, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques qu'occupe la technologie de la téléphonie mobile. Puisque quand on parle de 93, on est avec cette logique de l'essor de la téléphonie mobile. Il y a plein de sources dans notre environnement de pollution ou de rayonnement électromagnétique. On a tout d'abord le 50 Hz, ce qu'on va appeler les basses fréquences. Et puis ensuite, on a un petit peu la radio, la télé qui s'est rajoutée, mais ça compte pour pas beaucoup, genre 10% à peu près du bruit de fond électromagnétique qu'on a autour de nous, de cette pollution invisible qui nous assaille ou qui nous enveloppe et qui est bien sûr notamment perceptible dans les villes. Et puis à partir des années 90, c'est les années bebop, c'est Itinéris, c'est tout ce temps-là, dans les années 90, on a donc la téléphonie mobile qui arrive et il y a des antennes relais qui arrivent et donc il faut installer des antennes relais. Les antennes relais, et ben de la même façon qu'il y a des émetteurs radio ou des émetteurs télé, l'antenne relais, c'est un émetteur de radiofréquence, de micro-ondes, qui va rayonner sur un territoire donné. Sauf qu'il en faut beaucoup plus. Il en faut pour faire ce qu'on va appeler des cellules. Voilà. Donc une grosse antenne relais qui rayonne beaucoup couvre une cellule plus grande et une petite antenne relais qui rayonne moins mais qui couvre une certaine surface. Par exemple, dans les villes, on est avec beaucoup d'antennes relais qui vont rayonner moins, quand bien même on peut les autoriser à rayonner plus pour pouvoir venir au secours les unes des autres. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, justement, d'avoir plein de... On va en parler après, de ça. On va en parler après. Et donc, le corollaire de l'antenne relais, c'est le téléphone mobile. C'est-à-dire qu'on a une antenne relais qui rayonne de loin et qui couvre un territoire ou une surface, et qui rayonne, on pourrait dire, en permanence. Et on a ce qu'on va appeler en champ proche, au plus près de la personne, à l'échelle d'une personne ou d'un individu, ou dans un rayon de 1 ou 2 mètres autour de lui, on a un objet, un téléphone qu'on va appeler un téléphone portable, qui lui va rayonner, et qui donc ça communique entre le terminal, le téléphone, et l'antenne relais. Ouais. Et ce que nous disent les études, pas ces études-là, mais d'autres études de mesure, quand on mesure comme ça avec des antennes, des machins, des capteurs et des bidules, quand on mesure la pollution électromagnétique dans un lieu, il faut avoir conscience que le téléphone sans fil qu'on a chez soi, les fameux téléphones DECT, ceux qu'on pose sur le socle, vont avoir un niveau de rayonnement dans leur fonctionnement qui est 2 ou 3 fois supérieur au niveau de rayonnement que vous allez avoir avec une antenne relais en général. Ah ouais, ok. C'est-à-dire qu'en gros, chez vous, vous pouvez avoir les chiffres que je vais vous donner, c'est des chiffres des années 2015, avant que la 5G arrive, parce que la 5G a modifié la donne là-dessus en termes d'effet cocktail, en termes de superposition, de cumul, d'accumulation et de mélange de fréquences. Donc, avant que la 5G arrive, on va dire que les personnes chez elles, si on faisait une mesure par rapport à ça, elles étaient à 0,8 volts par mètre ou à 1,2 volts par mètre, liées aux radiofréquences, c'est-à-dire liées à la technologie téléphone mobile. Et notamment, par exemple, d'une antenne relais. Mais quand on mesurait spécifiquement en étant à 1 mètre autour d'un socle DECT qui est présent dans un salon ou dans un couloir. Quand on approchait, on était à 2,6 volts par mètre autour du socle DECT, par exemple. Ça pouvait être bien plus élevé, mais c'est juste pour vous donner cet ordre de grandeur de 2 ou 3 fois plus élevé que ce qu'on mesurait par rapport à un bruit de fond lié à une antenne relais qui était lointain. Donc, ce qui fait que tactiquement, dans la réalité, la première source de pollution électromagnétique de type micro-ondes, de type radiofréquence, dans les foyers, c'est les bornes, les téléphones DECT. Pourquoi ? Parce que par rapport à ce que je vais expliquer entre l'antenne et le terminal, le DECT, ça marche pareil. Ouais. C'est-à-dire que le socle du DECT, c'est l'équivalent d'une mini-antenne relais que vous avez à l'intérieur de chez vous, qui rayonne pour rester en communication avec le téléphone sans fil. Et donc, si le téléphone sans fil n'est pas posé sur la borne, ça rayonne. D'accord ? Et en plus, parce que
le risque électromagnétique n'étant pas pris en compte ou étant minoré, étant diminué, eh ben, ça veut dire que quand on les conçoit, les téléphones DECT, on ne veille pas à ce qu'ils ne rayonnent pas si le téléphone est posé dessus. Et ce qui fait que entre les années 95, 2000, 2005, jusqu'aux années 2015, voire un peu après, 90% des téléphones DECT qui sont sur le marché rayonnent, même quand le téléphone est posé sur le socle. Et donc, c'est pour ça qu'il faut acheter, si vous voulez des téléphones sans fil chez vous, ce qu'on ne vous recommande pas, il faut plutôt acheter ce qu'on va appeler des échos DECT, qui sont des téléphones qui s'engagent à ne qui sont des modèles qui s'engagent à ne pas rayonner le socle, la borne de recharge s'engage à ne pas rayonner quand le téléphone est posé dessus. Par contre, quand on téléphone avec, c'est la même chose qu'avec le téléphone portable. Exactement. C'est-à-dire vous avez le rayonnement du téléphone portable, le fameux, tiens, passe-moi, parce que j'ai pas le mien à côté de moi, le fameux rayonnement du truc qu'on a à côté de l'oreille, d'où le fait qu'on ait des risques augmentés de tumeurs du cerveau, de tumeurs des glandes salivaires, etc., etc. Ça a été mis en évidence depuis 2006, ou 2004, les premières études partielles sont sorties en 2004, à travers une grosse étude qui était financée notamment par l'OMS et par l'Union européenne, qui s'appelle Interphone, et qui a mis en évidence chez les gros consommateurs, c'est-à-dire ceux qui étaient en heures cumulées d'usage au-delà des 850 heures de téléphone mobile. Donc vous faites vous-même vos calculs pour remettre par mois. Si vous consommez 20 heures de téléphone mobile par mois, vous voyez combien de mois ça met et combien d'années ça met pour être en situation de gros utilisateur d'un point de vue usage cumulé dans le temps. Donc c'est une équipe française qui a fixé ce seuil à 850 heures par exemple. Au-delà des 850 heures d'exposition cumulées dans votre vie, vous basculez dans la catégorie gros utilisateur de téléphone portable. Et quand vous êtes dans la catégorie du gros utilisateur de téléphone portable, vous avez un risque doublé de tumeurs du cerveau, de tumeurs autour de nous. Et puis il y a d'autres études qui sont sorties entre-temps, également en France, notamment une étude qui s'appelle Sérénate, qui date des années 2013-2015. L'étude Sérénate, on n'est pas dans ce que raconte l'étude STOA qui porte spécifiquement sur la 5G et sur autre chose, mais l'étude Sérénate par rapport au risque cancérigène qui est associée à l'exposition à un téléphone mobile, l'étude Sérénate d'une équipe d'épidémiologie qui était basée à Bordeaux a montré que là aussi il y a une augmentation du risque corrélée à l'augmentation de l'exposition à un téléphone portable en ayant le portable contre soi. En plus maintenant il y a le Wi-Fi dans tous les foyers. Oui, et puis il y a aussi PhoneGate qui a montré qu'en plus il y a une fraude des fabricants de téléphones mobiles sur le niveau de rayonnement et d'exposition, enfin de ce que rayonne un téléphone. Oui, parce qu'il y a c'est passé avec le scandale Volkswagen, tout est diminué. En fait, il diminue pendant les tests le niveau d'exposition, mais finalement, ce qu'on appelle le fameux DAS, niveau d'exposition. C'est-à-dire qu'on a des tests qui sont faits par les industriels qui vont dire finalement notre téléphone il rayonne pas beaucoup. Puis en fait, quand on mesure les choses différemment, ou quand c'est pas les industriels qui font la mesure, eh ben on se rend compte que le téléphone va rayonner 30% de plus, 70% de plus que ce qui est déclaré par l'industriel. Mais ce que déclare l'industriel, ça tombe bien, ça permet que ça soit sous la limite légale. Et donc, du coup, ça peut être commercialisé, tout ça. Et on est dans cette situation-là. C'est vraiment l'association PhoneGate, qui est notamment portée par Marc Arasi en France, qui porte ce combat-là. On est sur une fraude au consommateur, à l'information du consommateur, puisque les données fournies par les fabricants et les industriels ne correspondent pas à la réalité de l'exposition que l'on a quand on a un téléphone, je vais terminer là-dessus, en ce qu'on va appeler en champ proche. Quand vous êtes exposé avec une antenne relais qui est à 500 mètres, vous êtes en champ lointain, c'est tout votre corps qui est exposé avec le peu de rayonnement qu'on voit l'antenne relais quand elle fonctionne. C'est une exposition en champ lointain qui est chronique et qui concerne le corps entier, le corps dans son entier, et donc on est avec des valeurs plutôt basses, comme je l'évoquais tout à l'heure, 0,7, 1. On peut avoir des points chauds, où il y a des valeurs très élevées. On peut avoir des pics d'exposition avec des situations qui font que ça fait monter à 14 volts par mètre ou quoi, les niveaux. Il y a des mesures, le CRIREM a fait des mesures dans des quartiers, dans des villes, où il y a des endroits où on a ces valeurs-là qui sont détectées, qui sont mesurées. Et le téléphone portable, là, on va qualifier ça d'une exposition en champ proche, sur une partie du corps, en l'occurrence donc la partie qui est exposée. Donc si vous tenez votre téléphone à la main, c'est la main. Si vous l'approchez de l'oreille, si vous l'avez contre l'oreille, c'est l'oreille. D'où l'usage et la recommandation de prendre des oreillettes. Ok, bien sûr. Mais j'ai découvert ça justement grâce à Marc Arasi qu'on avait interviewé il y a quelques années à Nexus. Les oreillettes sont aussi conductrices de ces ondes puisqu'elles sont en cuivre. Les oreillettes standards, parce que maintenant ils font des. Oui, mais c'est pas, c'est-à-dire c'est exact, c'est exact d'un point de vue rigoureux et scientifique. Mais dans les faits,
en termes d'exposition pour les personnes qui peuvent être légèrement électrosensibles et qui commencent à ressentir ce qui peut se passer, il n'y a pas photo au niveau du confort. Hein. Il y a pas, c'est-à-dire avec le téléphone à l'oreille, on a la tête qui chauffe, on va même avoir éventuellement mal à l'intérieur du conduit auditif. Enfin, ça c'est quand on se fait 30 minutes de téléphone mobile d'affilée. Donc on a les cellules à l'intérieur de la tête, sous la peau, dans le cartilage et ainsi de suite, qui vont bouillonner un peu à leur manière, puisque la caractéristique des ondes micro-ondes, c'est de secouer dans tous les sens les molécules d'eau qui sont présentes dans le vivant. Comme un micro-ondes en fait. Exactement. C'est quand même incroyable. Donc on a des mini micro-ondes dans les mains qu'on met aux oreilles. Oui, mais il faut voir aussi que l'industrie demande quand même une distance entre l'être humain et le portable. Alors ça c'est nouveau ça. Non, c'est pas nouveau. C'est écrit. C'est écrit dans le menu. Ils recommandent combien? C'est juste que les opérateurs ne le disent jamais. On le voit pas dans la pub. Non, pas dans la pub, évidemment. Ça, c'est pas personne lit ce qu'il faut. Donc c'est en tout petit dans les manuels. Tout petit. Ne pas porter contre le corps. Voilà. C'est marqué noir sur blanc. C'est marqué. Il faut maintenant, à partir de, par exemple, il y a des modèles qui demandent 2,5 cm, par exemple, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut téléphoner en tenant le téléphone loin. C'est ce que, en tout cas, si on respecte les préconisations qui sont marquées noir sur blanc. Oui. Voilà. C'est ce que Klaus exposait tout à l'heure, c'est que y a des informations qui sont dites, qui sont écrites, mais elles sont pas sues parce qu'on les met pas en avant. C'est ça. Voilà. Et voilà, c'est page 46 quelque part. La même chose avec le Wi-Fi. On demande de ne pas le mettre dans le chambre d'enfant, par exemple. Mais très peu le savent, très peu font attention à ça. Ils le mettent dans leur propre chambre, à côté de leur lit. Mais pourquoi l'industrie fait ça? Ils ont commencé à faire ça après les grandes vagues des procès ont commencé. Parce qu'au niveau juridique, il fallut mettre qu'il faut la distance et tout ça. Donc, tout ça, c'est bien. Marc Arasi, je le connais aussi bien. Il fait du bon travail aussi. C'est chouette. Et puis, surtout, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors justement, est-ce que tu as rencontré des gens qui se sont attaqués juridiquement à des industries? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà gagné, obtenu gain de cause? On a quelques cas en France de gens qui ont réussi à obtenir le démantèlement d'une antenne relais sur leur champ. Il y avait des conséquences sur leur bétail. Il y a des gens aussi, même sur leur santé à eux, ils avaient réussi à faire enlever certaines antennes. Est-ce que tu as rencontré des gens comme ça? Est-ce qu'on le retrouve dans ton film? Oui. Et est-ce qu'il y a des chances de s'en sortir, nous, en tant que citoyens? C'est-à-dire maintenant, il y a une telle force aussi au niveau de la conscience. Je pense que c'est de plus en plus que les gens savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a peut-être aussi de plus en plus, à mon avis, le phénomène de l'électro-hypersensibilité que je traite aussi dans le film. Et c'est des gens comme nous. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Du jour au lendemain, phénomène. Ils deviennent quoi? Intolérants aux ondes? Ça commence très souvent avec un problème avec le sommeil, par exemple, mal à la tête. Et il y a aussi des gens qui commencent à sentir que la présence des antennes, par exemple, etc., etc. Nous, on a fait une étude que je montre aussi un petit peu dans ce film. On a pris des gens qui habitent à côté d'une antenne par rapport aux gens qui sont à 1 kilomètre de l'antenne, dans les petites villes en Allemagne. Et on a vu clairement la différence. Surtout avec, par exemple, on a pris, et ça c'est la première fois, l'étude a été publiée il y a quelques semaines, qu'on a pris le sang des gens. Et 7 heures après, ça a été dans le laboratoire du professeur Beliaev. Donc, il a vu que, par exemple, par rapport aux gens qui ont une certaine distance aux antennes, les effets sont doublés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il remarque dans le sang? Il remarque des, comment on dit, comment on appelle ça? Dis-le en anglais. DNA stand breaks. Ah oui, donc ils ont remarqué des dommages génétiques sur l'ADN plus élevés,
plus nombreux ou plus forts chez les gens qui sont proches chez les gens les plus proches des antennes, voilà. À travers les analyses de sang qui ont été faites. Ouais. Et donc, basé sur cette étude, maintenant, une équipe juridique commence à aussi attaquer l'industrie. Et oui, nous avons eu des cas, par exemple en Italie, qui ont été gagnés. Et là, il y a certaines compagnies d'assurance qui sont devenues un peu nerveux parce que c'est cher. Et est-ce que c'est l'avenir qu'on a de plus en plus des cas? Et donc, il y a même maintenant les assurances qui financent les études pour être sûr. Mais il n'y a plus, en général, les assurances, les grosses assurances, ils ne font plus d'assurance sur les ondes. C'est pas possible. Mais les assureurs, par exemple, pour la santé, c'est autre chose. Donc, par exemple, je sais pas, en France, le système chez nous, c'est obligatoire. Si tu as un problème de la santé, obligatoirement, l'État prend en charge ce problème, etc., etc. Donc, l'assurance, ça va coûter très cher si on regarde ce qu'ils ont trouvé, le chercheur, et c'est de plus en plus qu'on a vraiment le rouge, l'alerte. Red flag. Alerte rouge. Alerte rouge. Ouais. Et ces gens qui, juste avant de revenir à Maxence, j'ai quelques questions aussi. En tout cas, sur l'électrosensibilité, je pourrais rajouter voilà, justement, par rapport à la situation en France. Ouais. Justement, cette situation par rapport à l'électrosensibilité, des gens que tu as suivis pour ton film et les solutions pour ces personnes-là, quelles sont-elles? Alors, on a vraiment trouvé un très grand monsieur de la recherche qui est à Paris. C'est un professeur qui est un physicien qui avait commencé à faire des recherches sur ce qu'on appelle le LiFi, le light. Et donc, la lumière va remplacer les ondes. Ouais. Et il avait les premiers brevets déjà en 2008, je pense. C'est le professeur Suat Topsu, qui est donc aussi dans mon film. Et il avait fait des énormes progrès petit à petit. Il y avait même déjà, par exemple, un hôpital avec complètement sur le LiFi. En France? En France, c'était à Perpignan. Mais bon, ensuite, à partir de 2019, il y avait donc l'industrie qui voulait pousser et forcer le 5G. Et à partir de là, notre ami a eu des problèmes et des attaques même. Donc, tu connais un peu mieux l'histoire de Suat. En tout cas, Suat avait donc créé des startups, avait déposé des brevets. Et il était vraiment sur une logique de développement de produits innovants, high-tech, comme ça se passe d'habitude. Et effectivement, étonnamment et bizarrement, cette solution qui reposait sur des ondes lumineuses, de la lumière visible et non plus sur des micro-ondes pour transférer des données, il n'a pas pu aller plus loin dans le développement de son produit. On lui a fermé des accès à certains marchés. Il n'a pas eu les commandes qu'il attendait, et ce qui fait que la technologie est restée embryonnaire et ne s'est pas forcément développée autant qu'elle le pourrait. Bon, il y a d'autres acteurs électroniques qui sont sur ce marché-là. Nous, effectivement, Michel Rivasi était aussi sur cette position-là. Il faut bien comprendre que la société du gigabit ou la société de la connexion haut débit peut se dérouler sans exposition électromagnétique. C'est-à-dire qu'on peut, ça n'oblige pas qu'on soit avec des micro-ondes et du sans-fil partout. On n'est pas obligé de tout interdire et d'arrêter la connexion. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut choisir une infrastructure qui repose sur de la fibre optique, sur des câbles, sur de la lumière visible, des ondes lumineuses visibles, mais pas sur des micro-ondes. Il y a un rapport qui a été fait en Suisse en 2019 de mémoire, où ils ont exploré 5 scénarios différents de déploiement de la 5G. Ils ont exploré 5 scénarios. Le scénario, on va dire business as usual, tel que ça se déroule en général, tel que les opérateurs le font. Et ils ont exploré notamment, donc parmi les 5, 3 scénarios qui sont des scénarios qui, seuil par seuil, exploraient une exposition de plus en plus limitée, en étant même, pour le 5e scénario, dans des seuils limites d'exposition les plus drastiques, de façon à limiter le risque le plus fort possible, au niveau du sans-fil.
Et on peut déployer la 5G en respectant ce seuil d'exposition à minima. Sauf que ça va mettre 5 fois plus de temps et que ça va coûter 10 fois plus cher. Donc les opérateurs ne sont pas d'accord avec ça. Mais si on raisonne du point de vue de la société, si on raisonne du point de vue de l'économie, éventuellement du point de vue même des politiques, avoir la mise en place d'une technologie qui limite les risques pour la santé, qui limite les risques sur l'environnement, les plantes, les abeilles et patins et couffins, qui crée de l'emploi pendant 5 fois plus longtemps, et qui donc injecte de la richesse. Ce qui est vu comme des coûts par les opérateurs téléphoniques, c'est de la richesse pour les autres acteurs économiques à qui on va demander des prestations. Okay, donc ça veut dire que c'est du PIB, c'est de la croissance économique qui est derrière le fait d'adopter une stratégie de déploiement à moindre émissions électromagnétiques. Technologiquement, c'est possible. Il manque une volonté politique et éventuellement une volonté d'acteurs économiques qui disent « ça, c'est un marché qui m'intéresse, c'est un marché qui est profitable, c'est un marché qui a un super taux de croissance et au lieu qu'on fasse appel à des sous-traitants pendant 2 ans pour déployer de la 5G, en fait, on en a pour 10 ans, mais effectivement, c'est toute la société qui en bénéficie et ça vous donne de l'emploi garanti pendant 5, 6, 7 ans. Et ça évite des problèmes sanitaires très graves. Et ça évite en plus des problèmes sanitaires. Okay, donc il faut bien comprendre qu'on peut avoir du haut débit. Oui. Et on peut l'avoir sans la pollution électromagnétique. C'est uniquement des choix technologiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le LiFi la solution? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Le LiFi fait partie du cocktail de solutions. Ce serait quoi d'autre? Moi, je suis sur la question des ondes électromagnétiques et de l'impact sur le vivant depuis 1999 à peu près. Je suis rentré sur le sujet via la médecine électromagnétique. Donc, ce qui fait que pour ma part, mes 2-3 premières années où j'ai enquêté sur le sujet, où je suis allé explorer les études scientifiques qui existent sur le sujet, c'était des ondes qui font du bien. Donc, premièrement, la science sait que les ondes ont un effet sur la santé. Et il se trouve que depuis les années 50, on sait utiliser des ondes pour réparer des tissus, accélérer la cicatrisation de la peau, consolider des fractures osseuses ouvertes. Il y a plein de bénéfices thérapeutiques de l'emploi, de l'exposition à des ondes électromagnétiques particulières, certains niveaux de puissance, certains types de fréquences. Tout ça est dans la littérature scientifique, tout ça est publié par des travaux universitaires, et il y a même, depuis les années 70, quantité d'appareils, les kinés en utilisent certains, la médecine esthétique en utilise d'autres, qui reposent sur ces procédés-là, qui ont fait l'objet de brevets qui ont été déposés 10 ans plus tôt, par exemple, et on a des appareils commercialisés qui permettent de faire de la médecine électromagnétique. Et donc, moi, c'est à partir de 2003-2004 que j'ai commencé à être sur la pollution électromagnétique, et que j'ai découvert le discours des industriels qui était de dire à l'époque, ça n'est plus le cas aujourd'hui, à l'époque, non, il n'y a pas d'effet des ondes sur la santé. Parce qu'en fait, ils voulaient éviter des procès. Oui. Ils voulaient éviter d'être attaqués en justice par rapport à ça. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que Klaus par rapport aux questions légales ou juridiques, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a vu en France, suite au Grenelle des ondes qui s'est mis en place entre 2009, 2010, 2011, où c'était donc une grande cause nationale avec des discussions pendant 6 mois entre les pouvoirs publics, les opérateurs, les industriels et les associations. La montagne a accouché d'une souris. Le Grenelle des ondes s'est mis en place parce que des riverains et des associations commençaient à gagner des procès. Donc les opérateurs télécoms, les industriels sont allés pleurnicher et du coup les pouvoirs publics ont mis en place ce rituel de concertation, mais qui s'est traduit dans les faits par le fait qu'on a changé la législation, on a retiré du pouvoir aux collectivités locales et on a commencé à enlever comme ça des couches de protection des citoyens par rapport à des développements au sens des déploiements de technologies. Okay, donc, ce qu'on voit, c'est que quand la loi protège, on change la loi pour qu'elle ne protège plus. On a eu un cas encore il y a 1 an à peu près par rapport aux métabolites, aux résidus de pesticides qui étaient présents dans de l'eau potable, notamment dans les communes. On a un rapport qui fuite, c'est le cas de le dire, qui nous dit on a des seuils de métabolites, on a une eau potable, une eau publique qui est saturée, enfin qui a des taux de métabolites, de résidus de pesticides très importants, plus que ce que ça devrait au niveau de population, de bassins de population, de villages, de territoires, de régions et ainsi de suite. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a changé les seuils d'alerte, comme ça il n'y a plus d'alerte qui apparaît dans les analyses.
pratique. Voilà, donc la réalité continue avec des polluants qui sont là et qui diffusent dans l'environnement de façon invisible, qui nous imprègnent, qui nous imbibent. Et en plus, d'un point de vue effet cocktail encore plus global, on peut imaginer que les ondes électromagnétiques interagissent avec les molécules chimiques et potentialisent éventuellement leur toxicité. Ça fait partie des effets cocktails, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des effets cocktails ondes avec ondes, on a aussi des effets cocktails chimie avec chimie, et donc on a des effets cocktails chimie avec ondes. Ok, la santé environnementale, c'est ça. Et c'était ça qui nous portait avec Michel Rivasi, d'un point de vue passion, dans la façon de s'intéresser à tous ces dossiers-là, que ça concerne les pesticides avec Monsanto et le glyphosate, que ça concerne le mercure dentaire, que ça concerne bien entendu les ondes électromagnétiques. Est-ce que maintenant le Parlement européen est orphelin sans Michel Rivasi? Je ne peux pas dire, Michel s'inscrivait dans une famille politique qui est celle des Verts, qui ne l'ont pas aménagé par rapport à des postures, enfin des positions publiques qu'elle pouvait avoir, qui étaient donc très critiques par rapport à des innovations technologiques, et notamment en particulier des vaccins ARN qui ont été utilisés dans le cadre du Covid, puisqu'on était typiquement dans une technologie. On l'a vécu de l'intérieur, nous, au Parlement européen. En juillet 2020, des dérogations législatives ont été adoptées par le Parlement pour que ces innovations technologiques à base de génome modifié, d'ARN modifié, on est sur des remèdes, médicaments de type OGM, puissent être mis sur le marché sans qu'on fasse les études d'impact, on est toujours avec cette même méthodologie, exactement, donc elles puissent être mises sur le marché parce que situation d'urgence, parce que ci, parce que ça, en se dispensant des études d'impact que la législation prévoit. Est-ce que Klaus, toi est-ce qu'on pourrait se dire que le poids des lobbies est le premier obstacle à, on va dire, une bonne connaissance scientifique et une bonne utilisation technologique? Tout à fait, oui. Je pense que... Mais ce qui est très intéressant, et c'est peut-être pour cela que je suis un peu plus optimiste, c'est actuellement en États-Unis, on attaque ce qu'on appelle le média social, social media. Et on l'attaque par l'État. Il y a 42 États qui sont attaqués vraiment plein. Qui attaquent les plateformes, qui attaquent les GAFAM. Oui. C'est des administrations au niveau des États américains qui ont pris la décision d'attaquer les GAFAM par rapport aux impacts et aux dommages qu'ils ont sur le fonctionnement du cerveau et les compétences de lecture et le développement des enfants. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on raconte dans le dossier enfants et écran là, que j'ai préparé pour Nexus dans le numéro qui paraît là avec les premiers jours de novembre. Numéro 155, d'ailleurs, que je rappelle pour ceux qui veulent, il sera en kiosque d'ici quelques jours. Il est déjà en kiosque. Ouais. Bon, il arrive en avance, c'est vrai. Normalement, c'est le 1er novembre, mais on est le 30 aujourd'hui, octobre. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort. Par exemple, j'ai aussi des contacts avec les gens qui sont dedans. J'ai vu la lettre de 42 États pour le Sénat en États-Unis, je peux te le filer. Et eux, ils n'ont pas de problème de financer le procès. Et on m'a dit que ça va être aussi grand que le tabac, parce que finalement, ils ont gagné. Et à l'époque, je ne savais plus, mais ils ont gagné en tout dans le 210 milliards de dollars contre l'industrie du tabac en États-Unis. Donc, c'est aussi lourd. Pour vous, on est dans le même niveau de scandale. Oui, comme disait Maxence, on ne voit pas les ondes, mais on voit ce que ça fait avec nos enfants. Peut-être même plus, parce que, il y a eu le tabagisme passif qui impacte les gens qui ne fument pas, mais là, on est tous impactés sur le tabac, il y a un recul d'à peu près 75 ans. Puisque c'est avec les années 50, c'est à peu près en 43-46 qu'on a les premières études qui sortent quant au fait que le tabac serait un facteur de cancer. C'est en 52-53 qu'on a cette première réunion de coalition des fabricants de tabac qui disent « Ok, on a des études scientifiques qui sortent pour montrer que notre produit est un risque, est un danger pour la santé publique. Donc, quelle stratégie on va adopter pour éviter ce risque-là » Et c'est là où ils commencent à mettre en place le b.a.-ba de la méthode des lobbies industriels pour désamorcer les risques liés à des études scientifiques qui viendraient montrer qu'ils ont une responsabilité. Donc il y a
tactique qu'évoquait Klaus tout à l'heure, qui est le fait de dire « Oh, il n'y a qu'une seule étude, il en faut plus ». Et nous, les industriels, on est tout à fait OK pour les faire pour vous, parce qu'on est au service de la collectivité. Une autre façon de voir le problème, c'est effectivement et l'étude de il y a énormément de départements universitaires en Angleterre, aux États-Unis, en Europe, qui, parce qu'avec l'Angleterre, je suis obligé de le dire ainsi aujourd'hui, dans l'Union européenne, qui font un travail d'analyse des pratiques et des stratégies et de l'histoire du lobby du tabac et comment ils ont influencé les décisions de politique publique en matière de santé publique. Et donc, par exemple, on sait que, et ça c'est incroyable à imaginer, et pourtant c'est comme ça que ça s'est passé, on a en France une journaliste qui s'appelle Stéphane Aurel, qui a sorti plusieurs bouquins, c'est une spécialiste du décryptage des stratégies de lobbying scientifiques de la part des industriels chimicaux, tabacaux, perturbateurs endocriniens, etc., etc. Elle a fait un bouquin par exemple qui s'appelle Lobbytomie, qui raconte comment les institutions européennes ont été complètement manipulés, blousés sur la question des perturbateurs endocriniens et comment cette toile d'araignée, ce lobby, cette stratégie d'influence s'est organisée, d'accord, étape par étape, acteur par acteur. Elle démonte tout le système. Pourquoi, comment ? Parce qu'elle a eu des tops en interne au sein de la commission qui lui ont expliqué ce qui s'est déroulé et qui ont montré les étapes, parce que la question des perturbateurs endocriniens à l'échelle de la législation européenne, on avait une DG, une direction générale au sein de la Commission européenne qui était pour que ce qui compte, c'est que l'industrie, elle se développe, que l'économie se fasse, on ne va pas commencer à brider les choses. Et on avait une autre direction générale qui, au niveau de sa mission, se préoccupait de l'impact à long terme, se préoccupait des conséquences néfastes sur l'environnement, dans les rivières, les poissons et ainsi de suite, des perturbateurs endocriniens. Et donc, il y a eu combat d'influence au sein de la Commission européenne, mais c'est celle qui était du côté de l'argent qui a gagné, et ce qui fait qu'on n'a toujours pas de législation européenne contraignante sur la question des perturbateurs endocriniens. Je reviens en arrière sur l'exemple que je vais vous partager parce qu'il est incroyablement éclairant. Et ça, c'est donc l'histoire du lobby du tabac qui nous l'apprend, les analyses qui ont été faites, c'est qu'ils ont choisi de mettre en place un institut de recherche dont la mission était de mettre en évidence les facteurs qui causaient le cancer. Et donc, quand il y avait des études qui sortaient d'universités qui n'avaient rien à voir avec les industriels du tabac, qui disaient « le tabac a une incidence, tel produit chimique, tel additif chimique présent dans le tabac a une part de responsabilité, ça augmente le risque de cancer ». En parallèle, il y avait donc des études, je vais dire un peu n'importe quoi, mais il y avait des études que pouvait sortir cet institut de recherche qui disait en fait, c'est de consommer du citron qui va être source de cancer. Ok, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en train de bidonner les chiffres, ils n'étaient pas en train de faire de fausses études, ils faisaient de vraies études, mais qui permettaient par diversion de regarder ailleurs, et ce qui permettait d'avoir un discours en disant on dit qu'il y a le tabac, mais il n'y a pas que le tabac comme facteur de cancer. Voilà. Et c'était des vraies études. Et c'est la même stratégie aujourd'hui sur les ondes ? Bien sûr. On peut le dire. Absolument. Ils ont bien appris les choses. Il y a un film de Hollywood qui s'appelle Thank You for Smoking. Je ne sais pas si vous connaissez. Et à la fin, c'est à peu près ça. Le mec qui a travaillé pour le tabac, à la fin du film, il a quitté le tabac, il travaille maintenant pour l'industrie de télécommunications. Exact. Voilà. C'est un vieux film très bon. Et tu as d'ailleurs fait aussi un autre film qui s'appelle Thank You for Calling. Thank You for Calling, oui. J'ai fait, en français, c'est Onde de choc. Il s'appelle. Tu l'as sorti en 2016, de mémoire. Oui, 18. 16 en anglais. En anglais, oui, c'est ça. Ouais. Et puis, de toute façon, pour moi, c'était un grand plaisir aussi de retrouver tous ces scientifiques et de donner on même aussi une chance à s'exprimer, parce qu'on ne trouve plus ça. Pas beaucoup d'espace médiatique. Et normalement, c'était très gentil qu'au début, quand on a discuté, tu as dit normalement il faut que ça soit Arte ou TF1 qui... Je confirme, le documentaire pourrait passer sur Arte très facilement. Alors il est écrit d'une façon qui passerait... très grand public. Très grand public. Il dure 1h20, donc c'est un vrai film documentaire. Il n'est pas anxiogène, il est construit d'une façon qui passerait à l'aise sur France 5 ou Arte. Maintenant, je pense que ça va gêner certaines personnes, mais... En tant que citoyen, avant d'être journaliste, j'ai envie d'alerter mes concitoyens, les gens, sur ces dangers-là. Bon, on utilise ces outils-là, mais autant le faire un peu en conscience. Il y a le fait de le faire en conscience, et il y a le fait d'avoir des politiques publiques et une législation qui désamorcent les risques.
Ouais. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est même, on pourrait même dire, ça, enfin pardon, hein, mais à mes yeux, ça s'aggrave. Pourquoi ? Parce qu'on l'a évoqué quand on parlait pour la France, mais moi j'ai souligné que le mouvement était en fait similaire à l'échelle des autres pays de l'Union européenne, dans le fait, toujours pareil, d'assouplir la législation à travers le fait d'harmoniser les législations et donc d'enlever... Il y a eu des études qui ont été faites au sein de la Commission européenne, hein, c'est des études qu'on avait avec Michel Rivasi, qu'on utilisait, où ils ont listé les différents verrous législatifs qu'il pouvait y avoir pays par pays et au niveau des télécoms, et qui pouvaient nuire et donc entraîner des retards par rapport à un calendrier de déploiement de la 5G. Ça pouvait nuire à l'installation de la 5G et au déploiement de la 5G dans les pays européens, et donc nuire à un plan, un objectif, un programme, qui est celui que, à tel trimestre de telle année, on doit en être à 40% ou à 70% des pays qui sont couverts. Et donc, ils avaient fait une étude 2 ans avant, 3 ans avant, pour lister pays par pays, législation par législation, les obstacles potentiels et les verrous qui auraient pu exister par rapport pour éviter que le plan se déroule sans accroc. Mais est-ce qu'on aurait pu rester à la 4G ? Déjà dans nos utilisations, c'est largement suffisant. Bien sûr. Est-ce qu'au niveau sanitaire, c'est préférable de rester avec les installations 4G ou il valait mieux arrêter tout type d'antenne de ce genre ? Je pense qu'il a parlé, Maxence, d'un cocktail, n'est-ce pas ? Cocktail de solutions. Et puis le 4G, c'est tout à fait OK. Il y a une vraie différence entre 4G et 5G sanitairement parlant. La vraie différence, c'est par exemple une différence militaire. Pour utiliser tout ce qu'il est maintenant aux guerres modernes, la guerre hybride, on peut dire, il faut le 5G. Il parle maintenant même de la 6G, les Chinois qui ont lancé... Bien sûr. Oui, les Coréens, depuis 2019-2020, 2021, il y a les premiers livres blancs sur la 6G qui sont en train de sortir. Nous, c'est des choses qu'on a suivies aussi avec Michel, ou que je suis à titre personnel, hein, bien sûr, en tant que journaliste spécialisé sur ces sujets. Donc, du côté de l'industrie, ils sont sur une vision du monde, ils sont sur un horizon qui est que tous les 10 ans, il y a une nouvelle génération qui doit arriver. Donc, quand la technologie, elle est mature, elle est prête d'un point de vue standard, norme, comment dire, je ne veux pas dire chaîne alimentaire, mais en tout cas la façon dont les technologies sont complémentaires les unes des autres sur toute la chaîne entre les terminaux, les routeurs, les antennes, etc., etc. Une fois qu'on a fait tous les tests en labo et qu'on a l'écosystème qui est mûr et qui est mature, c'est là où on développe les offres commerciales, que ça arrive, et après, derrière, dans les 5 ans qui suivent, c'est le fait que les gens changent de technologie, remplacent leur téléphone mobile, renouvellent leur équipement, et c'est comme ça qu'on glisse de la 4G vers la 5G, par exemple. Et donc, ça suppose d'avoir 5 ans de développement, on pourrait dire, théorique en amont, et 5 ans de déploiement en aval. Et donc, ce qui fait que quand la 5G commence à être déployée avec les années 2020-2021, c'est le moment où on commence à se préoccuper de concevoir théoriquement la 6G, d'où les livres blancs qui ont émergé entre 2020-2021 et qui arrivent maintenant 2024-2025. Donc on va dire que l'aspect R&D, l'aspect recherche et développement, l'aspect réflexion en labo, test des hypothèses, bêta-testing de certains matériaux ou de nouvelles formes d'antennes. Est-ce qu'elle va être en forme de nid d'abeille? Est-ce qu'elle va être en forme de losange? Enfin, il y a toutes ces choses-là qui se passent au niveau des labos. Est-ce qu'elles vont être nanométriques? Enfin, vous voyez, est-ce qu'elles seront en graphène? Est-ce qu'on va les mettre dans des... Bref. Et c'est comme ça que il y a... à un moment donné, hop, ça bascule en développement commercial où là, on va se dire, OK, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des satellites qui soient en place autour de la planète, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des antennes relais, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des box qui deviennent comme des antennes relais pour rayonner ce type de rayonnement. Donc là, ils font une analyse à rebours qui est de se dire, pour que ça fonctionne, de quoi il y a besoin. Et en parallèle, on va avoir une autre analyse, bien sûr, qui est une analyse purement business model d'affaires, analyse économique, qui est, OK, c'est quoi c'est quoi qui va être moteur comme source de revenus? La 5G, c'est les usages industriels, ce sont les données. Et donc la 6G, c'est encore plus. OK, c'est ça encore plus, en quelque sorte. Donc la 5G, un tiers
du business model de la 5G, c'est-à-dire pour que les investissements colossaux en termes d'équipement et aussi en termes d'achat de fréquences auprès des pouvoirs publics, par rapport aux fameuses sommes très importantes, plus importantes que du temps de la 4G, que les États ont demandé aux opérateurs télécoms en Italie, en France, en Allemagne, dans tous les pays. Donc, ça va être... il faut collecter de la donnée pour que la donnée soit une source de revenus. Et donc, ça veut dire que sans le big data, sans les technologies de surveillance, sans les véhicules autonomes, que ce soit la voiture, les camions, les drones, et puis ensuite même les cargos, etc., sans ces dispositifs qui sont des fabricants de données en très grande quantité. On le sait pour la voiture, les études ont été faites et tout ça. La voiture génère plusieurs gigas de données par seconde ou par minute parce que entre ce qu'elle émet quant à son comportement et ce qu'elle reçoit comme données par rapport à l'environnement, la signalisation, les feux, les machins, les trucs, le GPS, etc. Donc, et ça... C'est donc des services, c'est de la bande passante qui est occupée avec des données, et donc c'est quelque chose qu'on peut facturer et commercialiser auprès de certains acteurs économiques. Donc, sur la 5G, pour faire court, on veut faire payer au grand public, c'est le grand public qui est vu comme une vache à lait, pour financer une infrastructure dont les 2/3 des usages sont liés à des applications industrielles de type logistique, de type militaire, et c'est pour ça qu'on vous vend la 5G pour consommer du film, pour consommer du cinéma ou des sports ou des matchs de foot en haute définition. C'est-à-dire c'est le grand public. Alors que c'est pas ça fondamentalement leur cœur de business. Le grand public en tant que consommation d'images haute définition, d'HD ou de Ultra HD, c'est 1/3 du business model. Le deuxième tiers, c'est les véhicules autonomes et les infrastructures intelligentes, smart grid, smart data et machin, tout ça. Et le dernier tiers, c'est les capteurs de surveillance, le big data et donc l'intelligence artificielle qui permet d'exploiter le big data. Et tout ça est relié. S'il y en a un qui manque, l'équilibre économique de la 5G ne se fait pas. C'est pour ça que la 5G a pris du retard, parce que, le grand public était un peu réticent au fait de s'acheter des nouveaux téléphones. 2, la 5G, malheureusement, il faut le dire aussi, ça se traduit par une augmentation de la pollution électromagnétique qui est très importante dans l'environnement. C'est pas simplement les industriels ou ceux qui sont apôtres ou avocats de la 5G vont dire ça a que des avantages, c'est plus de débit, c'est plus rapide, ça consomme moins. Puis ils disent que ça consomme moins, qu'ils mettent plus d'antennes et donc qu'ils baissent le rayonnement. Oui, ça consomme moins et tu l'as dit, ils mettent plus d'antennes. Mais donc s'il y a plus d'antennes, effet rebond, c'est-à-dire que l'antenne individuellement elle consomme peut-être moins, mais comme il y en a plus, le cumul fait que au total, collectivement parlant, la facture énergétique est plus lourde. Là où on nous dit qu'il faut faire des économies d'énergie, qu'il y a le dérèglement climatique, etc. Donc, les infrastructures numériques, en particulier les infrastructures de surveillance, parce que à partir du moment où il y a des données qui sont collectées en permanence, on appelle ça l'extractivisme de données, on appelle ça le capitalisme de surveillance. Ça fait partie des sujets que je suis ou que je relate aussi au sein de Nexus. On a fait plusieurs articles sur ces sujets-là au sein de la revue. Ce sont des utilisations qui ne concernent pas le grand public, mais dont le grand public est à l'origine des données. C'est en gros les moutons qui se font tondre. On prend les données sur le dos des gens, et après, c'est d'autres personnes qui font du profit avec ces données-là. Et on le voit avec, par exemple, là, ce qui s'est passé, il y a eu les dossiers dans Nexus, sur les caméras biométriques pour les Jeux Olympiques. Ça devait être exceptionnel, ça devait être expérimental. Maintenant, il est question de ne pas les retirer. Exactement. Une autre affaire qui est moins connue et qui est tout aussi gravissime, c'est que on parle de vidéosurveillance, donc on commence à se dire « Ah bah oui, les caméras intelligentes, ah bah oui, l'intelligence artificielle ». Ça fait 3 ans qu'à Orléans est testé l'audiosurveillance. L'audiosurveillance, c'est des micros dans les lampadaires qui réagissent en fonction des sons qu'ils entendent. Et ça, une association comme la Quadrature du Net est montée au créneau pour dire, parce que ça se passe en toute illégalité. Il n'y a aucun cadre légaux en France qui utilise cette... Qui a installé ça ? C'est la mairie d'Orléans, Serge Grouard, le maire d'Orléans, qui a mis ça en place. Et donc, on a des ONG, notamment la Quadrature du Net, qui sont montées au créneau pour dire « Vous n'avez pas le droit de faire ça, puisque premièrement, vous le faites hors cadre légal, il n'y a aucun cadre légal là-dessus, et donc rien ne vous autorise à le faire. » Mais la mairie d'Orléans a dit
je fais ce que je veux, et de toute façon, c'est une expérimentation, et donc je m'autorise, je me fais mon bon d'autorisation tout seul, je m'auto-autorise à le faire, parce que je suis en train de faire une expérimentation. Dans quel objectif, Mais de la surveillance, oui, mais sécurité. C'est-à-dire que ça permet d'entendre des attroupements. Vous savez, on a tous un petit téléphone mobile. Si on a un smartphone, on a tous un téléphone où on va lui dire « Allô Siri, est-ce que tu veux me dire quelque chose ?» Pour que le téléphone entende qu'on dise « Allô Siri », ça veut dire qu'il écoute en permanence. Bien sûr. Donc l'audiosurveillance est déjà de toute façon banalisée d'un point de vue technologique à travers tous les smartphones. Si vous voulez diminuer le niveau de surveillance de la société de surveillance et du capitalisme de surveillance, on sort des smartphones, on revient au téléphone mobile d'avant. Le smartphone, ça fabrique un risque systémique en termes de surveillance. Ça capte vos données, y compris vos données audio, vos conversations. C'est Alexa avec Amazon, ou je ne sais plus comment s'appelle le système avec Google. C'est Siri avec Apple, etc. Même les télévisions connectées maintenant. Exactement. Donc, si ça réagit à la voix, c'est qu'il y a un micro qui écoute en permanence. Et comme ça, si on lui envoie la bonne commande, il réagit en disant « Ah oui, je suis prêt, je suis réveillé, je vous écoute. » D'accord ? Donc, l'audiosurveillance, c'est le concept de la vidéosurveillance appliqué à l'espace public pour des questions de sécurité, pour des questions de sauvegarde de la tranquillité des honnêtes gens. C'est quand même ahurissant. Et ça fait encore plus de data et d'ondes justement à diffuser. Il faut de la bande passante pour transporter les data. Mais nous avons déjà un peu la Chine, j'ai appris ça hier, nous avons encore déjà un peu la Chine en Europe. Vous savez où ? En Italie ? Non, à Monaco, Monte Carlo. Nous étions hier, on a des amis allemands qui habitent là-bas, qui ont expliqué qu'on commence à faire un système qui est à peu près dans le même esprit qu'en Chine. C'est-à-dire le crédit social. Voilà, le crédit social. On récompense les comportements. Ils ont une identité numérique à Monaco. Voilà, déjà. Et donc, il faut faire attention, ils font tous attention. Ouais, de toute façon, on a vu avec la crise sanitaire. Je pense que c'est une bonne histoire qu'on peut éventuellement chercher. Mais effectivement, tout est lié. Mais alors, selon vous, messieurs, est-ce qu'il faudrait immédiatement un moratoire déjà sur la 5G ? Clairement, parce que ça, c'est un point que je voulais souligner. Enfin, il y a une ou deux choses qu'on a oublié d'évoquer, mais désolé pour la durée de cette émission. Oui, un moratoire sur la 5G, parce que c'est justifié d'un point de vue stratégie industrielle et enfumage des pouvoirs publics à travers cette stratégie industrielle. On nous dit que c'est économe, ça consomme plus. Ça fabrique de la pollution électromagnétique très importante. Et en plus, ça a traîné aussi parce que ça coûtait cher à déployer, puisqu'il faut mettre plus d'équipements partout. Donc comme il faut mettre plus d'équipements partout, ça coûte cher. Et donc les opérateurs eux-mêmes, la moitié d'entre eux ne sont pas très très chauds pour la 5G, parce qu'ils préféraient d'abord continuer à amortir l'infrastructure de la 4G, plutôt que de continuer à payer pour une nouvelle infrastructure, sachant qu'en plus, comme il y a la 6G qui arrive, dans 5 ans, c'est rebelote. Donc autant on continue à amortir la 4G, et puis quand la 6G va commencer à apparaître, là on va pouvoir se dire est-ce qu'on passe le pas d'après. D'accord ? Il y a vraiment des rationalités industrielles en termes de gestion de coûts, de gestion d'investissement et donc d'amortissement de ces investissements qui demandent d'être pris en compte. Et au final, on a des opérateurs télécoms qui cherchent à occuper le marché. Il y a notamment, c'est un concept qui est peu connu mais qui est présent dans le secteur télécom qu'on appelle le delta minute. C'est le nombre de temps moyen, la durée moyenne de la consommation du temps passé au téléphone ou de la consommation du temps passé à un service en ligne qu'un consommateur, qu'un individu va avoir. Et donc l'intérêt d'un Facebook ou l'intérêt d'un opérateur télécom, c'est que vous passiez si maintenant qu'on est avec des abonnements au forfait, c'est un peu différent, mais ça va être que le plus longtemps vous restez au téléphone, le plus vous allez payer. Donc, par exemple, du côté des opérateurs, des GAFAM et des réseaux sociaux, le plus longtemps vous restez sur Twitter, le plus longtemps vous restez sur Facebook, le plus longtemps vous restez sur Instagram, le plus ça fait de temps de connexion à ce service-là, et vous n'êtes pas en train de regarder un autre service. C'est l'économie de l'attention. Exactement. Et donc ça, c'est le delta minute qui, du point de vue des opérateurs technologiques, des opérateurs télécoms ou GAFAM, qui permet de mesurer le temps qu'on passe à consommer quelque chose. Notre temps à nous, en tant qu'individu, il n'est pas extensible. On a 24 heures par jour. Alors certes, on dort de moins en moins. Certes, on cherche à ce qu'on ait des yeux rouges comme des lapins la nuit devant les écrans. Mais ça n'est pas pour notre intérêt.
ça n'est que par rapport au fait que ça ramène plus, ça moissonne plus de données pour ceux qui vivent de l'exploitation des données. Mais c'est à notre détriment, d'accord ? Donc, s'extirper nous-mêmes de ce type d'écosystème, passer sur des technologies un peu plus low-tech qui ne sont pas ultra intelligentes, et notamment sur des écrans plus petits, etc., ou ne pas changer de téléphone tous les ans, ça permet de désamorcer des forces qui sont en jeu, liées à la machine, liées aux chiffres, des forces qui sont en jeu, qui cherchent à elles-mêmes maximiser et optimiser leurs profits et leurs gains et leurs bénéfices, à notre détriment. Nous ne sommes juste que du bétail et des consommateurs, et ce qui compte, c'est pour eux, c'est qu'on consomme le plus possible leurs services. Donc, veiller à consommer le moins possible leurs services, y compris les services de stream ou autre chose, ou en tout cas l'utiliser intelligemment et pas par défaut, participe de nous redonner de la liberté et donc de nous redonner de la conscience. Alors, pour information, puisque maintenant ils obligent les nouveaux forfaits téléphoniques, c'est que de la 5G, on ne peut plus prendre des forfaits 4G. Sur mon téléphone, j'ai... Sauf si vous avez un téléphone qui n'est pas 5G. Alors, c'est-à-dire que s'il n'est pas smartphone... Alors même 5G, on peut rétrograder. Voilà. C'est-à-dire que le mien, malheureusement, était 5G, et dans les options, on peut rétrograder en 4G. Voilà, ça diminue le débit, mais finalement, bon, j'ai envie de dire, tant que c'est possible... Ça empêche d'utiliser les infrastructures. Ouais. Et on a le problème, juste un point encore là-dessus, désolé pour cette envolée, mais en France, avec le New Deal mobile, qui est donc un programme national de soutien à la 5G pour éradiquer les zones blanches, ça fait que ça fabrique plus de pollution électromagnétique sur l'ensemble de la surface, puisqu'on a ce qu'on appelait les zones blanches, c'est-à-dire les endroits où les téléphones mobiles, ou en tout cas, il n'y avait pas de réseau, on pouvait pas, on était dans des zones où il n'y avait pas de rayonnement d'une antenne relais qui passait par là, donc ça permettait pour les personnes électro-hypersensibles d'avoir des lieux où ils pouvaient se régénérer, se ressourcer. J'ai pris la suite de Michel Rivasi à la tête de l'association Zone Blanche. Il y a d'autres associations qui existent sur la question des électro-hypersensibles. L'association Zone Blanche, elle s'est créée en 2014 et sa démarche, sa mission, sa raison d'être, c'est de faire émerger des lieux où les EHS peuvent se ressourcer. Mais depuis un an et demi, c'est un enfer. Vu que, à travers le programme du New Deal mobile, où l'objectif affiché, c'est la disparition des zones blanches, donc on a des EHS qui se retrouvent à se terrer comme des rats dans des grottes ou dans des coins de murs ou des coins de collines ou de montagnes pour réussir à éviter d'être irradiés par des antennes relais qui ont été activées au beau milieu d'une zone forestière ou d'une zone montagneuse, simplement par rapport au fait qu'il fallait respecter le cahier des charges et la cartographie. Ouais. Nous sommes dans un dilemme numérique. Très bon titre de film. Je pense qu'il faudrait créer un film comme ça. Pour toi, Klaus, la solution, ce serait un moratoire rapidement sur la 5G ? Tout à fait. Mais ça se dit depuis 5 ans. Et ça a même été voté par certaines collectivités locales, en Suisse, en France. Oui, mais ça va. En Suisse, ils ont encore encaissé. C'est vraiment c'est un dilemme. Et il ne faut pas arrêter de s'informer. C'est très important. C'est l'ère de la guerre. Il y a des conseils municipaux, il y a des référendums locaux qui ont voté en faveur du moratoire sur la 5G. Ce qui montre bien que le déploiement de la 5G ne respecte pas l'expression de la démocratie locale. Ah, parce qu'ils ont été retirés de leur pouvoir, les municipalités, puisque maintenant, c'est des autorisations. En tout cas, quand bien même, ça a été le cas en Suisse, il y a des moratoires, il y a en tout cas des décisions qui sont prises, il y a des référendums locaux. Il faudrait la même chose en France. Ça n'est pas respecté. Alors que, d'un point de vue faisabilité technique, on peut faire pareil ou identique avec moins de pollution, moins de rayonnement électromagnétique, moins de pollution électromagnétique. On peut rester connecté, on peut avoir accès à des services numériques, à des services en ligne. Après, on a d'autres problèmes qui se posent liés aux écrans, liés aux enfants, liés à ci, liés à ça. Mais on peut avoir accès à la société numérique avec un niveau de pollution électromagnétique extrêmement faible qui respecte les seuils les plus exigeants et donc ils deviennent compatibles avec le vivant et donc ils réduisent le risque que des nouveaux électro-hypersensibles apparaissent. Et je peux éventuellement encore dire une petite chose parce que effectivement en Suisse, et je montre ça aussi dans le film, il y a un organisme qui a fait que maintenant, actuellement, il y a 2500 antennes en discussion d'arrêter cette antenne. Parce que le gouvernement a compris que c'était mis sans ordre. Sans concertation, sans autorisation. Sans autorisation.
Et voilà, ils se sont bien battus. Et maintenant, même à l'intérieur, cet organisme est très efficace, mais ça va être mis dans un coin de la politique de droite. Ça, c'est très bien. Je ne sais pas si ça existe aussi en France, mais par exemple, quand tu es... alarmiste. Oui, alarmiste, tu es très vite quelqu'un de droite. Conservateur. Extrêmiste. D'extrême droite. Extrême droite. C'est ça. Fasciste. Et la gauche progressiste, comme si la technologie était progrès. Le solutionnisme. Et ça aussi, c'est n'importe quoi. On a la même chose aussi. Hein, ici. Et vous avez la même chose. Et on parle aussi un petit peu dans le film. Mais même de temps en temps, moi, je suis attaqué. Mais 99% des gens qui ont vu le film ont dit « c'est bon, c'est important ». Et merci donc aussi pour être invité là, parmi vous. C'est tout naturel, c'est des sujets qui nous passionnent malheureusement, mais qui nous intéressent énormément et qui sont très peu abordés. D'ailleurs, on a mis un documentaire aussi, nous, en accès libre, sur la dictature numérique. Donc là, c'est pas sur les conséquences sanitaires, mais plus sur les risques liés à l'identité numérique. C'est sur notre chaîne YouTube. Et on a aussi interviewé Patrick Joland il y a quelques semaines sur cette question-là et sur les solutions possibles. Mais j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutaient là à aller regarder ce film, donc Le Dilemme numérique, sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description. Oui, puis la version française est disponible depuis 4 mois, quoi. C'est ça. Très bien traduite, très bien filmée, franchement, montage et l'écriture. Et c'était, qui plus est, le dernier film auquel Michel Rivasi a participé et participé au témoignage et aux prises de parole à l'intérieur. Ouais. Donc c'est d'autant plus important d'aller voir aussi cette dernière prise de parole de Michel qui était, qui était respectée par toutes les dans l'Union européenne, par tous les courants politiques au sein du Parlement européen. Elle pouvait, et même par des lobbies, hein, elle pouvait agacer parce qu'elle empêchait de dire amen à des innovations technologiques qui étaient portées par des lobbies ou par des acteurs qui cherchent comme ça à tirer profit de la puissance publique et des commandes publiques pour développer leur technologie et leur système. Mais pour autant, des personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur des pesticides ou dans le secteur des perturbateurs endocriniens, après-demain, elles peuvent être intoxiquées au mercure et donc du coup, elles allaient se retrouver à partager les alertes de Michel Rivasi sur la question du mercure dentaire, où ça a mis 10 ans, 12 ans pour qu'on arrive à sortir à l'échelle européenne du mercure dentaire, uniquement parce que c'était en Allemagne qu'il y avait des résistances au niveau des dentistes et des remboursements pour changer de méthode. Tous les autres pays européens étaient prêts à y aller, c'était du côté de l'Allemagne que ça traînait. Voilà. Il faut le boulot acharné de politiques tels que Michel était et de citoyens et de réalisateurs comme toi et Charles Maxence aussi sur tout ce boulot que vous abattez pour pouvoir informer les citoyens. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour cette heure et presque et demie passée autour de ce sujet majeur et de ton film Le Dilemme numérique. J'espère qu'il pourra toucher le plus de monde possible. Il est en accès libre, donc n'hésitez pas, partagez-le sans modération. Et j'espère pouvoir vous recevoir bientôt. Merci Marc pour ton invitation. Merci Marc. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir si vous le pouvez. Nexus est un média indépendant et sans publicité. Nous sommes en kiosque et disponibles sur nexus.fr. Merci et à bientôt.